Je vous ai montré une magnifique reproduction par fax du Codex forestier de Léonard de Vinci. Je crois qu'il s'agit du Codex forestier numéro 1. Il y en a 3. Pendant plus de 500 ans, l'une des inventions les plus dangereuses et interdites de Léonard de Vinci est restée secrète, enfouie sous des croquis énigmatiques et des notes à moitié effacées. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a accompli l'impensable. Elle a scanné ce secret. Ce qu'elle a découvert n'était pas qu'une simple machine, mais un avertissement, un dispositif si avancé, si en avance sur son temps, qu'il laisse les experts perplexes. Alors, qu'a révélé l'IA exactement et pourquoi cela change-t-il la donne? Découvrez tous les détails dans cette vidéo. L'IA scanne l'invention interdite de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci passa une grande partie de sa jeunesse dans les montagnes près de Florence, en Italie. Né hors mariage, il ne put intégrer les grandes écoles comme l'Académie platonicienne de Florence. Aussi, au lieu d'étudier en classe, il passa-t-il des années à parcourir la campagne. Il étudiait la nature avec attention, observant les oiseaux, les rochers, les montagnes et le mouvement de l'eau. Tandis que d'autres artistes se concentraient sur les êtres humains ou la religion, Léonard de Vinci s'intéressait profondément au fonctionnement de la nature. Bien qu'il n'ait pas reçu d'éducation formelle, il acquit par lui-même une vaste connaissance, presque aussi importante que celle des érudits des grandes écoles. Un moment marquant de sa vie fut la découverte d'une mystérieuse grotte dans les montagnes. Il en fit même mention dans son carnet. Cela s'est probablement produit vers 1480. La grotte semble avoir eu un impact émotionnel profond sur lui. Certains pensent qu'aucun événement étrange s'est produit durant cette période, car 2 années de la vie de Léonard restent mal documentées. Des chercheurs suggèrent que, durant ces années manquantes, Léonard aurait pu voyager dans le temps ou entrer en contact avec des êtres d'un autre monde. Selon ces théories, Léonard aurait pu franchir un portail ou un passage secret à l'intérieur de la grotte. Cela l'aurait transporté dans le futur, où il aurait vu des choses comme des hélicoptères, des robots et des armes qui n'existaient pas encore. À son retour, il aurait tenté de les dessiner et de les concevoir. Certains pensent même qu'il aurait pu être aidé par des extraterrestres qui lui auraient transmis des idées visionnaires. Il cite ses peintures et ses inventions comme preuve de ce savoir extraordinaire. L'une des peintures qui attire le plus l'attention est l'Énonciation, réalisée par Léonard avec le peintre Verrocchio. Dans ce tableau, l'ange Gabriel disparaît lorsqu'on l'observe au rayon X. Nous contemplons un tableau de Léonard de Vinci. Il représente l'ange Gabriel annonçant à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Christ. D'aucuns affirment que c'était la manière pour Léonard de Vinci de montrer qu'il était lui aussi un messager, à l'instar de Gabriel. Dans ses œuvres plus tardives, il semblait suggérer qu'il possédait un savoir particulier à partager avec le monde. Léonard de Vinci utilisait souvent l'écriture en miroir, une écriture qui ne pouvait être lue qu'en la plaçant devant un miroir. Certains pensent qu'il aurait dissimulé des images secrètes similaires dans ses tableaux. Par exemple, en plaçant des miroirs sous certains angles sur la Joconde, on prétend apercevoir des formes cachées, voire des figures extraterrestres. Un autre tableau, la Vierge au rocher, présente également des positions de main que certains interprètent comme des indices pour le placement des miroirs. Un designer du nom de Terence Mason a utilisé un ordinateur pour tester ces hypothèses et a découvert des formes ressemblant à des têtes d'extraterrestres. Plus tard, Léonard de Vinci a peint Saint Jean-Baptiste. Dans cette œuvre, la figure semble surgir des ténèbres lorsque la lumière est ajoutée, pointant vers le ciel comme pour indiquer le chemin vers un autre monde. Certains y voient la manière dont Léonard de Vinci nous révèle avoir perçu la lumière ou la vérité d'un autre royaume. Des chercheurs qui ont inversé le tableau ont découvert ce qui leur a semblé être un visage extraterrestre, associant une fois de plus l'œuvre à d'étranges conceptions de contact avec d'autres êtres.
En 2002, un chercheur a utilisé des caméras infrarouges spéciales pour examiner les parties inachevées de l'Adoration des mages de Léonard de Vinci. Il y a découvert des dessins dissimulés de chevaux, de bâtiments et de personnages, recouverts par d'autres couches de peinture. Une partie de l'œuvre montrait une église chrétienne en ruine remplacée par un temple égyptien surmonté d'une fleur de lotus. Dans l'Égypte antique, cette fleur symbolisait la fleur de vie, liée au secret de l'univers. Certains pensent que Léonard de Vinci était profondément intéressé par ce symbole et qu'il l'aurait utilisé pour révéler des connaissances cachées. Tous ces indices laissent penser que Léonard de Vinci aurait pu bénéficier de l'aide de puissantes sources, peut-être même extraterrestres. Récemment, un système d'intelligence artificielle performant a été utilisé pour scanner l'une des esquisses les moins connues de Léonard de Vinci. Une invention autrefois considérée comme trop avancée et dangereuse pour son époque. Ce que l'IA a découvert a stupéfié les chercheurs. Sous des couches d'encre délavée se cachait un dessin détaillé, étonnamment similaire à la technologie des drones modernes, avec des systèmes de guidage et des capacités aériennes que personne n'aurait cru possible au XVe siècle. Mais plus surprenant encore, un ensemble de symboles codés dans les marges. Des symboles qui, une fois traduits par l'IA, ont révélé une formule mathématique qui n'a été découverte en physique moderne que des siècles plus tard. Quoi que Léonard de Vinci ait vu, il ne l'a peut-être pas vu de son vivant. Qu'a réellement révélé cette analyse par l'IA? Et comment a-t-elle permis de redonner vie à cette esquisse rupestre longtemps restée enfouie après 500 ans? Découvrons-le, le réveil de la machine perdue de Léonard. Il y a plus de 500 ans, Léonard de Vinci réalisa un dessin exceptionnel. Bien plus qu'un simple artiste, il était un penseur, un rêveur, un inventeur passionné. Aujourd'hui, dans le monde moderne, un phénomène incroyable s'est produit. L'un des anciens dessins de Léonard a repris vie, mais le plus étrange, c'est que ce n'est pas l'intervention humaine qui l'a ramené à la vie. Non, absolument pas. C'est une technologie révolutionnaire, une force puissante. L'intelligence artificielle quantique. Au premier abord, cela pourrait ressembler à une histoire de film, mais c'est pourtant bien réel. Et ce que cette technologie de pointe a découvert dans l'esquisse de Léonard de Vinci a surpris même les ingénieurs les plus brillants d'aujourd'hui. Personne ne se doutait de ce que recelait ce dessin. Il semblait n'être qu'une simple image, mais il s'agissait en réalité de bien plus. Un groupe de chercheurs a mis la main sur un ancien schéma de Léonard de Vinci. Il ne s'agissait pas d'un simple croquis. Il provenait d'un carnet perdu, retrouvé seulement en 1967 à Madrid, en Espagne. Ce carnet, connu sous le nom de Madrid de Cotus, contenait le dessin d'une machine à calculer. Oui, une machine à calculer, mais pas du type que nous utilisons aujourd'hui avec des boutons et des écrans. Celle-ci était faite d'engrenages en bois. Entièrement mécanique, elle fonctionnait uniquement grâce à des roues et des pièces mobiles. Léonard de Vinci l'a dessinée vers 1502. Cela remonte à plus de 5 siècles. Dans son croquis, il imaginait une machine à 13 roues, chacune tournant et déplaçant des nombres. Lorsqu'une roue tournait 10 fois, la suivante effectuait un seul tour. C'était une manière très ingénieuse de réaliser des calculs mathématiques uniquement à l'aide d'engrenages. Les chercheurs ont numérisé ce croquis avec une grande précision, obtenant ainsi une image extrêmement nette, et l'ont soumise à un système d'intelligence artificielle quantique. Il ne s'agit pas d'un ordinateur ordinaire. Une intelligence artificielle quantique est capable d'analyser les choses simultanément de millions de façons différentes. Elle ne se contente pas de suivre des étapes simples. Elle raisonne par couches, par schémas, par possibilités. C'est ce qui la rend si puissante. Une fois que l'IA a commencé à étudier l'esquisse de Léonard de Vinci, elle ne s'est pas contentée d'une analyse superficielle. Elle a accompli une prouesse inédite. Elle a scruté le dessin en profondeur. Elle a lu les notes de Léonard.
écrites en italien inversé, et les a converties en texte clair. Puis, elle a étudié comment les engrenages pouvaient s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. À partir de là, l'IA a construit un modèle 3D. Autrement dit, elle ne s'est pas contentée d'observer l'image. Elle a créé une version de la machine imprimable et manipulable. Ainsi, grâce à l'impression 3D, une version fonctionnelle de la machine de Léonard a été construite. Et lors des tests, un phénomène étrange s'est produit. La machine ne se contentait pas d'effectuer des calculs, elle semblait apprendre à les maîtriser avec une précision accrue. Plus on l'utilisait, plus son fonctionnement devenait fluide. Les engrenages se mirent à tourner plus facilement, comme si la machine s'améliorait d'elle-même. L'IA remarqua même que la machine modifiait ses mouvements en fonction de la charge. Voilà la pression ou le poids exercé sur elle. Elle a ajusté légèrement la taille des engrenages pour que tout se mette en marche plus facilement. C'était déjà impressionnant. Mais l'IA a ensuite découvert quelque chose d'encore plus important. En observant la machine, elle a compris que l'invention de Léonard n'était peut-être pas qu'une simple calculatrice. Il pouvait s'agir de quelque chose de bien plus puissant. La machine faisait preuve de logique. Elle ne se contentait pas d'additionner des nombres, elle faisait des choix. Certaines pièces bougeaient différemment selon les circonstances. Ce n'est pas normal pour une simple machine à additionner. L'IA a utilisé des outils de vision spéciaux, semblables à ceux utilisés par les bibliothèques pour trouver des marques cachées dans les vieux livres. Elle a regardé sous l'encre, au-delà de ce que l'œil humain pouvait voir. Et là, dissimulé sous le dessin principal de Léonard, elle a trouvé de légers traits de crayon, des lignes qui n'avaient pas été remarquées auparavant. Ces lignes formaient une chose d'une beauté et d'un mystère rare. Une spirale de Fibonacci. Ce motif particulier se retrouve dans la nature, dans les coquillages, les fleurs et même dans la rotation des galaxies. On l'appelle aussi le nombre d'or, et Léonard de Vinci aimait particulièrement l'utiliser dans son œuvre. Cela signifie que Léonard de Vinci n'a pas seulement construit une machine à faire des calculs. Il dissimulait peut-être un second dessin secret au sein de la première. Il cherchait sans doute à créer un objet alliant beauté naturelle et puissance mathématique. Un objet qui unissait art, science et nature. Maintenant que le croquis légendaire a été retrouvé, quel secret révèle-t-il? Restez à l'écoute pour en savoir plus. L'intelligence cachée dans la conception de Léonard de Vinci. L'IA a exploré différentes configurations d'engrenages. C'est alors qu'elle a fait une découverte stupéfiante. Lorsque les engrenages étaient disposés différemment, la machine pouvait accomplir une autre fonction, mesurer les étoiles. Le sens de rotation des engrenages correspondait aux distances célestes, comme l'espacement entre les étoiles grâce aux cartes et instruments de navigation du XVIe siècle. Un engrenage, le 13e, s'est révélé très particulier. Il s'alignait presque parfaitement avec le cycle lunaire, les 29 jours que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Cet engrenage n'était peut-être pas qu'une simple roue supplémentaire. Il était peut-être conçu pour suivre la course de la Lune. Cette machine n'était donc pas qu'une simple calculatrice. Il pourrait s'agir d'un tracker d'étoiles, d'un outil de navigation, voire d'une carte stellaire mécanique. Et devinez ce que l'IA a découvert d'autre. Elle a parcouru l'ensemble du croquis et a remarqué un motif très étrange, comme un filigrane ondulé et flou sur la page. En analysant cette forme, elle a fait une découverte surprenante. Le visage même de Léonard de Vinci. Les proportions correspondaient à celles de son célèbre dessin, l'homme de Vituvia. C'était comme si Léonard avait signé le dessin d'une image cachée de lui-même. Une image visible uniquement grâce à une technologie spéciale, une image dont la découverte pourrait prendre des siècles. Laissait-il une trace personnelle? Cachait-il son identité dans la machine elle-même? Tout porte à le croire. Mais le plus stupéfiant est arrivé ensuite.
lorsque l'IA a fonctionné davantage. Lors des tests, la machine fit quelque chose qui déconcerta complètement les ingénieurs. Son fonctionnement changea. Selon le nombre d'utilisations, elle se mit à privilégier certains trajets. Elle se souvenait de ses déplacements précédents et utilisait cette mémoire pour optimiser ses mouvements suivants. C'est ce que les scientifiques appellent que la mémoire mécanique. L'idée qu'une machine puisse se souvenir des mouvements et s'améliorer avec le temps. De nos jours, on appelle cela l'apprentissage. C'est ainsi que fonctionne le cerveau. Plus on pratique, plus on devient compétent. La machine de Léonard de Vinci semblait fonctionner de la même manière, mais avec des engrenages et non avec un cerveau. C'était presque une forme d'intelligence primitive et rudimentaire. Il y a plus de 500 ans, Léonard de Vinci construisait peut-être une machine capable d'apprendre par elle-même. L'intelligence artificielle a constaté que l'invention de Léonard fonctionnait comme une boucle informatique. Elle ne se contentait pas de répéter la même action. Elle utilisait sa propre sortie comme nouvelle entrée, évoluant et s'améliorant à chaque itération. C'est exactement ainsi que fonctionnent les ordinateurs modernes. Plus étonnant encore, la machine possédait ce que nous appelons aujourd'hui la logique conditionnelle. Autrement dit, elle pouvait faire des choix. Si une action se produisait, elle en effectuait une autre. C'est précisément le principe de fonctionnement des programmes informatiques. L'idée devient alors limpide. Léonard de Vinci aurait pu dessiner la première machine programmable au monde, un ordinateur en bois et en métal actionné par une manivelle. Cela signifierait qu'il a inventé le concept de programmation plus de 300 ans avant des personnalités comme Charles Babbage et Ada Lovelace, généralement considérés comme les inventeurs des premiers ordinateurs et programmes. L'IA a perçu un autre détail, profondément ancré dans la conception. En observant la forme et l'assemblage des engrenages, elle a réalisé quelque chose de très familier. La machine entière reproduisait la structure osseuse d'une main humaine, notamment les articulations et les doigts. Et devinez quoi? Léonard de Vinci a étudié la main humaine de plus près que presque personne dans l'histoire. Il disséquait les mains, les dessinait et les décrivait avec une grande précision. La machine semblait conçue non seulement pour être utilisée par les humains, mais aussi pour épouser les mouvements naturels du corps humain. La poignée rotative n'était pas placée au hasard. Sa forme permettait une manipulation aisée du poignet et des doigts, comme si elle était faite pour ne faire qu'un avec le corps. C'était comme si Léonard de Vinci avait cherché à créer une machine non seulement fabriquée par l'homme, mais conçue pour bouger comme lui. Et puis, la plus grande découverte de toutes, lorsque l'IA a assemblé tous les éléments, engrenages, motifs, calculs, mémoire, logique, elle est parvenue à une conclusion. Ce n'était pas une simple calculatrice, c'était un véritable ordinateur mécanique fonctionnel. Il pouvait boucler, s'adapter, résoudre des problèmes. Il utilisait des cycles répétitifs, à l'instar d'un processeur moderne. Il obéissait à des règles, à une logique, et possédait une forme d'intelligence dissimulée dans le bois et l'acier. Léonard de Vinci, l'artiste, l'inventeur, l'anatomiste, était bien plus que cela. Mais Léonard incarnait à la perfection l'homme de la Renaissance, un polymathe visionnaire. Outre son talent de peintre, il était ingénieur, anatomiste et chroniqueur scientifique. En réalité, ses innovations étaient si vastes qu'il serait aujourd'hui programmeur. Malgré son génie, que s'est-il passé lorsque les idées de Léonard n'ont pas abouti comme prévu? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. Les inventions risquées de Léonard de Vinci, quand des idées géniales échouent. Léonard de Vinci est l'une des figures les plus célèbres de la Renaissance. Il est mondialement connu pour ses peintures, notamment la Joconde, et pour ses contributions dans de nombreux domaines tels que les sciences, l'ingénierie, les mathématiques et les sciences naturelles. Avec Michel-Ange et Raphaël, Léonard de Vinci est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire.
Mais si beaucoup s'attardent sur ses succès, il est vrai aussi que Léonard de Vinci a conçu plusieurs idées qui n'ont pas abouti. Certaines de ses inventions étaient trop ambitieuses, mal conçues, ou tout simplement impossibles à réaliser avec les outils de l'époque. Au XIVe et XVIe siècles en Italie, les artistes et les inventeurs avaient besoin du soutien de personnes riches et influentes. Ils devaient convaincre rois, ducs et autres dirigeants d'obtenir des financements pour leurs travaux. Léonard de Vinci n'a pas fait exception. En 1482, il adressa une lettre au duc de Milan énumérant ses talents. Il affirmait pouvoir construire des ponts solides et des machines de guerre redoutables. Mais la plupart de ses idées ne furent jamais réalisées, ni même testées. Il s'agissait surtout d'impressionner quelqu'un qui pourrait le rémunérer. L'une de ses idées, au début du XVIe siècle, était un scaphandre. Il y a plus de 500 ans, à une époque où l'on croyait encore la terre plate et où des monstres marins peuplaient les abysses, Léonard de Vinci conçut un appareil permettant aux plongeurs de respirer sous l'eau. Venise craignait alors une attaque de l'Empire ottoman. Dépendant de sa marine, la cité vénitienne chercha à concevoir un équipement utile à la défense sous-marine. Son scaphandre était en cuir et comportait des lunettes, des tubes respiratoires et même un compartiment pour les besoins naturels du plongeur. Il a également conçu un système permettant d'amener de l'air sous l'eau à l'aide d'une cloche et de tubes en laiton. Bien que sa conception fût très novatrice pour l'époque, l'armure s'avéra peu utile en pratique. Sa capacité à pénétrer en profondeur était limitée et Léonard de Vinci n'expliqua jamais comment elle aurait pu être efficace au combat. L'armée vénitienne ne prit pas l'idée au sérieux. Plus tard, Léonard de Vinci déclara lui-même ne pas avoir souhaité tout révéler sur l'armure par crainte qu'elle ne soit utilisée à des fins maléfiques, comme le naufrage de navires et le meurtre de marins. Parmi les autres idées de Léonard de Vinci liées à la guerre figurait un char d'assaut blindé. L'idée paraissait prometteuse sur le papier, mais s'avéra inutilisable en pratique. Un défaut de conception le rendait immobile, et sa lenteur le rendait impraticable au combat. Certains pensent que Léonard de Vinci aurait pu intégrer ce défaut intentionnellement afin d'empêcher son utilisation militaire. Il rêvait également de voler. Un de ses premiers souvenirs, vrai ou non, est celui d'un oiseau se posant sur lui, ce qui a peut-être inspiré sa passion pour le vol. Il étudia les oiseaux de près et dessina de nombreux plans de machines volantes. L'un d'eux, l'ornithoptère, utilisait des ailes battantes comme un oiseau, mais nécessitait que le pilote le propulse uniquement avec ses muscles, ce qui le rendait impossible à faire voler. Aucune de ces machines volantes ne fut testée de son vivant. Des ingénieurs modernes ont tenté de les construire. Dans un cas, en combinant des pièces de différents modèles et en y apportant des modifications, ils sont parvenus à en faire voler une. Mais cela n'a fonctionné que grâce à des matériaux modernes et à des améliorations que Léonard de Vinci n'avait jamais intégrées. En 1485, Léonard de Vinci dessina également un plan de parachute. Il s'agissait d'une tente pyramidale en lin avec une armature en bois. Bien que sa forme fût inhabituelle et lourde, le plan témoignait d'une bonne compréhension de la résistance de l'air. Beaucoup pensaient qu'il ne fonctionnerait jamais. Mais en 2000, un casse-cou nommé Adrien Nicolas le testa. Le parachute ralentit sa chute, prouvant ainsi la viabilité du concept. Cependant, la structure en bois était trop lourde pour un atterrissage en toute sécurité. Aussi Nicolas utilisa-t-il un parachute classique avant de toucher le sol. Léonard de Vinci n'était pas toujours le premier à avoir des idées novatrices. Son parachute était similaire à celui dessiné antérieurement par un autre inventeur nommé Takala. De même, le célèbre dessin de l'homme de Vituvia, utilisé aujourd'hui pour illustrer les proportions humaines parfaites, s'inspirait des travaux antérieurs de Giacomo Andrea d'Errara, un ami de Léonard de Vinci. Ce dernier mentionna d'ailleurs d'Errara dans ses propres notes. En somme, Léonard de Vinci avait de nombreuses idées avant-gardistes,
mais beaucoup étaient trop complexes ou incomplètes pour être appliquées concrètement. Son scaphandre, ses machines volantes, son char d'assaut et son parachute témoignent de sa créativité, mais aussi de son ambition d'être en avance sur son temps. Même lorsque ses inventions échouaient, elles inspiraient souvent d'autres personnes. Son imagination a posé les fondements de nombreuses découvertes futures, même s'il ne les a pas toujours parfaitement réalisées. Et si l'homme derrière la Joconde cachait bien plus qu'un simple sourire énigmatique? Et si son plus grand chef-d'œuvre était l'esprit qui l'a créé? Approfondissons le sujet. Léonard de Vinci, l'enfant de Vinci qui a changé le monde. Léonard de Vinci naquit le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village de Toscane. Ses parents étaient un riche avocat nommé Siero d'Anci et une paysanne nommée Catarina. Comme ses parents n'étaient pas mariés, Léonard ne put porter le nom de son père. Il fut donc appelé d'Anci, ce qui signifie « originaire de Vinci ». Enfant, Léonard vécut avec sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans environ. Il alla ensuite vivre avec son père et sa belle-mère. Il avait de nombreux demi-frères et sœurs. Né hors mariage, Léonard ne put prétendre à aucun héritage et dut se débrouiller seul. Léonard était curieux et s'imaginait voler comme un oiseau ou nager dans l'océan. Lorsque son père remarqua son talent pour le dessin, il l'envoya à Florence se former auprès d'un peintre célèbre nommé Andrea Delvaux. Dans cet atelier, Léonard apprit bien plus que la peinture. Il participa à la sculpture, au travail du métal, à l'élaboration de plans et même à la conception de machines. À un moment donné, il peignit 2 anges dans une scène intitulée « Le baptême du Christ ». Son œuvre était si belle que Verrocchio ne peignit plus jamais. On dit qu'à l'âge de 25 ans, Léonard était un maître peintre à Florence. Mais à 24 ans, il fut accusé de sodomie. Le tribunal ne trouva aucune preuve et il ne fut donc pas condamné. Cependant, cette accusation ternit sa réputation. Il ne s'est jamais marié. Certains s'interrogent sur sa vie privée, mais peut-être a-t-il choisi le célibat pour se consacrer à ses idées. À cette époque, la vie était dangereuse. Les gangs rivaux et les familles fortunées s'affrontaient fréquemment. Un homme a même assassiné un membre de la famille Médicis en pleine rue. Léonard dessina l'homme après sa pendaison. C'est l'une de ses premières œuvres connues. Léonard eut du mal à achever certains projets, notamment l'adoration des rois mages. Il l'entama, mais ne la termina jamais, et fut même poursuivi en justice. Désireux d'un nouveau départ, il décida de s'installer à Milan. Il écrivit une lettre audacieuse au duc Ludovic Sforza, qui l'invita à Milan. Le duc lui demanda d'abord de peindre le portrait de sa maîtresse, la célèbre dame au cheval, puis une statue de cheval colossale en bronze. Léonard créa une maquette en argile, mais ne la réalisa jamais en métal. À Milan, Léonard peignit également la scène sur un mur d'église. Il lui fallut plus de 3 ans pour y travailler. Parallèlement, il étudiait secrètement le corps humain en disséquant des cadavres. Il dessinait les muscles et les organes dans des carnets privés, un travail qui allait contribuer à la science moderne, bien que cela fût interdit par l'Église. Après la mort de Léonard, ces carnets restèrent cachés pendant plus d'1 siècle. Lorsque le duc perdit son pouvoir et que les Français conquirent Milan, Léonard dut fuir. Il prit ses carnets et voyagea à la recherche de personnes intéressées par ses idées sur la guerre. Mais on le jugeait encore trop imaginatif. À Florence, une nouvelle étoile brillait. Michel-Ange. Il était plus jeune, audacieux et d'un style plus rude. Léonard et Michel-Ange se détestaient et en vinrent même aux mains. Désireux de reprendre le travail, Léonard rejoignit César Bourrat, un chef puissant et redouté. En tant qu'ingénieur militaire, il participa à la planification de villes et de forteresses. Mais la réalité de la guerre le bouleversa, surtout après l'assassinat d'un ami.
Il s'enfuit de nuit et retourna à Florence. Plus tard, Léonard peignit la Joconde. Il le portait toujours sur lui, sans jamais s'en séparer. Il lui appartenait et il ne cessait de le réajuster. Nul ne sait qui est cette femme, et son sourire demeure un mystère. Finalement, le roi François Ier de France accueillit Léonard dans son château. Léonard de Vinci y vécut jusqu'à sa mort en 1519, à l'âge de 67 ans. Son bras droit était affaibli par un AVC, mais il bénéficia de soins royaux. Il légua la Joconde et ses carnets à son élève. Né sans droit, Léonard mourut comme un roi. Son insatiable curiosité, son art et ses idées continuent d'inspirer la science, la médecine et la créativité. Aujourd'hui, si Léonard de Vinci excellait à fusionner science et art dans ses inventions, comment utilisait-il ce même talent pour dissimuler des significations profondes dans ses peintures, notamment la scène? Examinons cela de plus près. Le langage secret de Léonard de Vinci dans la scène. La scène de Léonard de Vinci est l'un des tableaux les plus célèbres et les plus commentés au monde. Cette scène illustre le moment où Jésus annonce à ses disciples que l'un d'eux le trahira. Chacun des 12 hommes réagit différemment. Certains sont choqués, d'autres bouleversés, et d'autres encore semblent poser des questions. Léonard de Vinci a peint cette scène d'une manière qui saisit à la fois l'émotion, le mouvement et la narration. Il a utilisé le langage corporel et les gestes des mains pour exprimer clairement la réaction de chaque disciple. Ainsi, on ressent presque la tension qui règne dans la pièce rien qu'en regardant le tableau. Jésus est assis au centre, sereinement. Sa tête et ses mains forment un triangle, symbole d'équilibre et de paix. La lumière provenant des fenêtres derrière lui crée une douce lueur autour de lui, le mettant ainsi en valeur. Les disciples sont disposés en 4 groupes de 3, leurs corps tournés dans différentes directions pour exprimer la confusion et l'émotion. Léonard de Vinci souhaitait rendre compte de réactions humaines authentiques. Chaque visage est donc unique. Il a même étudié les expressions et les mouvements des gens dans la vie réelle pour saisir les moindres détails. Le tableau recèle également un symbolisme profond. Par exemple, le chiffre 3 y apparaît à plusieurs reprises. 3 fenêtres, 3 groupes de chaque côté et Jésus formant un triangle. Cela pourrait représenter la Sainte Trinité. Le pain et le vin sur la table évoquent l'Eucharistie, la communion chrétienne. Judas, celui qui trahira Jésus, est représenté avec un visage plus sombre et tend la main vers le même bol que Jésus, en référence au passage biblique où Jésus dit « Celui qui trempe sa main dans le bol avec lui le trahira ». Léonard de Vinci a également utilisé des concepts mathématiques pour créer un équilibre parfait dans le tableau. Il a employé la perspective linéaire selon laquelle toutes les lignes de la pièce semblent converger vers la tête de Jésus. Ainsi, il devient le centre de l'attention, quel que soit l'angle de vue. Les panneaux du plafond, les murs et la table guident le regard du spectateur vers Jésus. Léonard de Vinci a soigneusement planifié chaque élément du tableau afin que rien ne paraisse déplacé. Au fil des ans, certains ont affirmé que le tableau recèle des messages secrets. Une théorie répandue suggère que la personne à gauche de Jésus n'est pas un homme, mais Marie-Madeleine. Certains y voient l'indice d'une relation particulière entre eux, bien que la plupart des experts s'accordent à dire qu'il s'agit simplement de Jean, le plus jeune des disciples. D'autres affirment que les espaces entre les disciples forment des notes de musique ou des figures secrètes. Mais il s'agit là davantage de théories que de faits avérés. Malheureusement, le tableau a été endommagé à maintes reprises. Léonard de Vinci n'a pas utilisé la méthode habituelle pour les peintures murales. Au lieu de peindre sur un enduit frais, il a utilisé une surface sèche afin de pouvoir travailler plus lentement et inclure davantage de détails, mais cela a fragilisé la peinture qui, avec le temps, a commencé à se décolorer et à s'écailler. On a tenté de la restaurer à maintes reprises et certaines parties ne sont plus de la peinture originale.
Pourtant, l'essence même du tableau demeure et il continue d'émerveiller le monde entier. Léonard de Vinci n'a pas simplement créé une œuvre d'art. Il a raconté une histoire poignante à travers l'émotion, la lumière, les formes et le dessin. La scène est une œuvre qui témoigne de son talent non seulement de peintre, mais aussi de penseur qui comprenait les sentiments humains et qui a su allier science et art pour donner vie à ses idées. Que pensez-vous de l'héritage de Léonard de Vinci? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires de célébrités. À bientôt!